Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire iranien magnifique de tribunal de guerre constitué. Bonjour et bienvenue pour votre émission d'information Passe l'Info. Alors aujourd'hui, vu l'actualité, beaucoup de questions se sont posées. Dans le national, nous verrons si nous allons toujours droit vers une dictature. Et ensuite, qu'est-ce que le 5FU ? Dans l'actualité internationale, que fait Israël au Venezuela ? Et pour terminer, qui pourrait provoquer la Troisième Guerre mondiale ? Ouvrons donc ce journal. Selon Evan Duroy, cofondateur du site Bastamac.net, la tentative de perquisition dont a fait l'objet Mediapart est une nouvelle ligne rouge franchie par le pouvoir. La tentation autoritaire actuelle ne se manifeste pas seulement à l'encontre de certains journalistes, elle s'est déjà concrétisée dans la rue à l'encontre des Gilets jaunes et au sein des entreprises où les effets des ordonnances travail se font sentir. Que la loi vous interdit de donner des instructions dans des affaires individuelles. Mais qui peut encore vous croire suite à la tentative de perquisition dont vient de faire l'objet le journal Mediapart ? Nous condamnons l'instrumentalisation politique faite par votre gouvernement, des forces de police et du parquet. Et c'est bien vous les responsables. En effet, rappelons que le parquet de Paris est dirigé par le procureur Rémi Heitz, personnellement choisi par Macron, ancien directeur d'administration centrale du ministère de la Justice, qui a conduit la réforme pénale du projet de loi justice tant décrié. Seul M. Ce même Bernalicis procureur, la voix de son maître peut-être, a freiné les perquisitions chez Benalla et se précipite désormais au siège de Mediapart pour attenter au secret des sources, sacro-saint de la liberté de la presse. Face à la panique qui gagne votre gouvernement et le monarque, votre réflexe sécuritaire se transforme en dérive autoritaire. Désormais, il n'est pas bon en France d'être opposant politique, organe de presse indépendant ou manifestant en gilet jaune. La tentative d'intimidation dont fut victime Mediapart est un nouveau signe inquiétant de la tentation autoritaire du président Macron. Se confiant à quelques éditorialistes triés sur le volet, la semaine dernière, le président de la République a fait part de sa volonté d'une forme de mise sous tutelle de la presse afin d'assurer sa neutralité et la vérification de l'information. Cet échange est rapporté par le magazine Le Point, qui n'hésite pas à critiquer un fantasme macronien visant à instaurer un service d'information d'État délégué à des journalistes stipendiés. Sur d'autres sujets, la tentation autoritaire a dépassé le stade du fantasme pour se matérialiser très concrètement. Dans la rue déjà, face au mouvement des Gilets jaunes, avec une stratégie de maintien de l'ordre, au bilan toujours plus lourd, 175 personnes blessées à la tête, 17 éborgnées, 4 mains arrachées, sans oublier plus de 5300 gardes à vue. Ce mouvement a été l'occasion de passer en vitesse une nouvelle loi dite anti-casseurs qui permettra aux représentants de l'État d'interdire arbitrairement, sans recours à un juge, à des personnes de manifester. L'avocat David Koubi déplore un recul des libertés fondamentales. Il rappelle aussi qu'il s'agit de la 4e loi sécuritaire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée et d'énumérer la transposition dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence, la loi sur le secret des affaires, celle sur la manipulation de l'information précédant ce nouveau texte dit anti-casseurs. La loi de trop, du moins un point de bascule selon lui. Emmanuel Macron bombe le torse, il sort ses petits muscles, ses petits biceps. Il voudrait nous faire croire qu'il est l'homme fort, un homme à poigne, qui va rétablir l'ordre. Eh bien, il est fort, oui, il est très fort, mais avec les faibles, parce que cette loi anti-casseur n'est pas anti-casseur, elle est anti-gilet jaune. Voilà, c'est ça la réalité. Et elle est en plus liberticide. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi, qui sera d'ailleurs très difficile à appliquer, pour rétablir l'ordre à condition qu'on le souhaite vraiment. Le 5FU, un scandale médical passé sous silence. Chaque année en France, 200 patients atteints d'un cancer meurent non pas à cause de leur maladie, mais à cause d'un médicament anticancéreux, le 5-fluorouracil. Utilisé depuis plus de 60 ans, le 5FU est l'un des médicaments les plus prescrits dans le traitement des tumeurs cancéreuses. Selon un bilan réalisé par le Centre régional de pharmacovigilance de Marseille, des effets indésirables graves liés au 5FU ont été observés chez 1500 personnes entre 2005 et 2015 en France. Parmi elles, 133 sont décédées après avoir reçu le traitement et 155 ont eu leur pronostic vital engagé. Le 5FU est un médicament très puissant en empêchant la synthèse d'ADN au sein des cellules à division rapide, cancéreuses ou non, il les condamne à une mort certaine. Parmi les effets indésirables recensés figurent des atteintes hématologiques, digestifs ou encore des troubles cardiaques.
Ces effets graves seraient constatés chez 15 à 40% des patients qui reçoivent du 5-FU. Là où le bas blesse, c'est que la plupart de ces intoxications au 5-FU auraient pu être évitées. En effet, la principale cause de ces toxicités sévères est connue depuis les années 90. Il s'agit du manque ou de l'absence d'une enzyme, la DPD, chargée d'inactiver le 5-FU au niveau du foie. Il a été mis en évidence, il y a déjà très longtemps, des tests basés sur une prise de sang extrêmement fiable. Ils individualisent les patients qui métabolisent mal le médicament et chez qui il faudra baisser la dose de 5-FU, et d'autres patients, plus rares, 0,1% de la population, qui ne métaboliseront pas le médicament et chez qui il faut l'interdire. Pour l'année dernière, 4000 tests à peu près ont été pratiqués, alors que 100 000 patients ont reçu du 5-FU. Les sociétés savantes médicales et les pouvoirs publics ont certainement une part de responsabilité. En ne rendant pas les tests obligatoires, en ne les rendant pas remboursables, ils n'ont pas favorisé leur généralisation. Mais pour les personnes qui ont un déficit, la dose standard de 5-FU qui leur est administrée est trop importante, ce qui induit une toxicité pouvant être fatale. À l'heure actuelle, la détection systématique du déficit en DPD n'est recommandée dans aucun pays. J'ai démarré le 5-FU le 10 décembre. J'ai eu des effets secondaires très violents, 8 diarrhées dans la nuit, des aphtes plein la bouche, tordus en deux de douleur. Vraiment, j'ai jamais souffert comme ça de ma vie, quoi. Quand j'ai été hospitalisée et qu'on m'a dit que les globules blancs, les plaquettes, tout ça s'était effondré, franchement j'ai eu peur et puis je me sentais vraiment très affaiblie, très mal. Avant de démarrer cette chimio, j'étais en pleine forme, on m'a torpillée et quand j'ai appris qu'il y avait un test qui était possible, j'ai pas compris qu'on me l'ait pas fait, quoi, et ma famille non plus. Oui, je suis très en colère parce que ça fait 1 mois et demi que je suis dans cet état de faiblesse et de fatigue et j'ai eu beaucoup de souffrances qui auraient pu être évitées. Oui, je suis en colère. Actualité internationale, que fait Israël au Venezuela? Selon certains médias israéliens, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président du pays, décide de présenter son ambassadeur en poste à Tel Aviv, capitale d'Israël, dans les jours qui viennent. Selon la société de radiodiffusion publique israélienne, Cannes, Guaidó a pris cette décision après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ait reconnu le président par intérim en apportant son soutien à la politique interventionniste des États-Unis dans les affaires intérieures de ce pays sud-américain. Cannes, citant des proches du chef de l'opposition à Nicolás Maduro, a rapporté qu'il n'y avait pour le moment aucune communication directe entre Caracas et Tel Aviv et que Washington jouait le rôle du pont de communication entre les deux pays. Le président autoproclamé du Venezuela a fait l'éloge de Netanyahou pour son soutien aux récentes évolutions au Venezuela en espérant pouvoir baliser le terrain à la normalisation Venezuela-Israël. Le défunt président Hugo Chavez a totalement interrompu les relations Caracas-Tel Aviv en 2009 en guise de protestation contre l'invasion d'envergure de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Cette vaste opération militaire dite plomb durci avait fait des milliers de morts et 5500 blessés côté palestinien. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado
Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí, tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles. No son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfagas de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo? Et pour terminer, qui pourrait provoquer la Troisième Guerre mondiale? Selon le fondateur d'Alibaba et milliardaire chinois, Jack Ma, l'évolution des technologies, notamment de l'intelligence artificielle et des robots, pourrait conduire à un nouveau conflit global entre les grandes puissances. Lors d'une discussion à laquelle il participait au Forum économique mondial de Davos, il a notamment indiqué que la Première Guerre mondiale était due à la première révolution technologique, la deuxième révolution technologique a provoqué la Seconde Guerre mondiale, à présent on assiste à la troisième révolution technologique. L'intelligence artificielle, les mégadonnées présentent une menace pour les êtres humains. L'IA et les robots détruiront beaucoup d'emplois qui, dans l'avenir, seront remplacés par des machines, a-t-il déclaré. Le milliardaire avait déjà indiqué que l'évolution de la robotique et de l'intelligence artificielle bouleverserait la société et entraînerait une redistribution géopolitique des pouvoirs. Monsieur Ma est loin d'être le seul milliardaire à éprouver de telles craintes. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a fait des prévisions apocalyptiques à propos de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le monde entier. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 35 milliards de dollars, selon Forbes, M. Ma envisage de quitter ses fonctions de directeur exécutif du groupe en septembre prochain pour reprendre son métier précédent, celui d'enseignant. It is the biggest risk that we face as a civilization is keep sounding the alarm bell, but until people see like robots going down the street killing people, like they don't know how to react, because it seems so ethereal. I think we should be really concerned about AI, because I think by the time we are reactive in AI regulation, it's too late. The artificial intelligence front, I have exposure to the very most cutting edge AI, and I think people should be really concerned about it. Well, what harm could a deep intelligence in the network do? So, well, it could start a war. Ce qui est en train de se passer en Europe, c'est une atteinte totale à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a transféré toute une série de pouvoirs à des gens non élus. Et que ces gens sont non élus. Le pouvoir monétaire, oui. Le pouvoir monétaire, le pouvoir sur les frontières, le pouvoir sur toute une série de... La justice britannique est maintenant soumise à la justice européenne, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à la justice européenne. Le Parlement britannique, les décisions qu'il prend, si c'est attaqué en Cour de justice européenne et s'ils perdent, eh bien, la Cour de justice l'emporte sur le Parlement britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont perdu toute leur souveraineté. Et il est hors de question que le pays qui a inventé la démocratie se laisse gouverner par des gens qui n'ont été élus par personne et qui ne se rendent compte à personne. Donc, si vous voulez, c'est ça le débat, c'était est-ce que vous voulez être gouverné par des démocrates de chez vous que vous pouvez virer, ou est-ce que vous voulez être géré par des technocrates que vous ne pouvez pas virer? Et les Anglais ont dit en bon anglais, et je l'avais annoncé, j'ai écrit toute une série de papiers en disant le Brexit va avoir lieu, parce que les Anglais, ils ne choisiront pas toujours l'international,
le grand large, mais ils choisiront toujours la démocratie, puisque c'est eux qui l'ont inventée. Or, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais nous ne sommes plus en démocratie. Ça fait un petit moment. J'ai pas l'impression de vivre dans une dictature tout de même. Mais vous vivez dans une dictature molle. Vous vivez dans une espèce d'Union soviétique molle. Vous n'avez plus de responsabilité. Donc, on est en train d'essayer de recréer, par exemple, ça fait 40 ans qu'ils essayent de nous expliquer que les nations, c'est très mal, et qu'il faut remplacer les nations européennes, qui sont le cœur où la liberté s'exerce, par une espèce de construction européenne dont finalement les peuples ne veulent pas. Et ce qui me tue avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de violer les peuples. Jamais on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez que votre justice soit mise sous les ordres de Bruxelles? Jamais. C'est un discours aujourd'hui qui est un leitmotiv dans toutes les formations eurosceptiques européennes, de UKIP, Front National, même Front de gauche à la limite en France, pareil pour Alternative for Deutschland. Il est vrai ce discours. Donc ça correspond à une réalité. Donc pour vous, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on a appuyé sur le bouton. On a fait tomber le deuxième mur de Berlin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe n'a plus aucune légitimité. Elle a la légalité, mais elle n'a plus la légitimité. Le vote anglais a enlevé toute légitimité à l'Europe. C'est fini. L'Europe aujourd'hui est un truc de fonctionnaires, fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires que le peuple déteste. Et maintenant, ils ont perdu la légitimité. C'est exactement comme quand Solzhenitsyn a publié l'archipel du Goulag. La Russie a gardé sa légalité pendant 10-15 ans, mais la légitimité était finie. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus légitime. Voilà ce que j'essaie de dire. D'accord, l'Europe n'est plus légitime. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite avec une Grande-Bretagne isolée et affaiblie économiquement, peut-être un peu durablement quand même. Et puis effectivement, je n'ai jamais vu un pays affaibli par un accroissement de sa liberté. Ouais. Jamais. Ça n'existe pas dans l'histoire. La monnaie est au plus bas depuis 35 ans. Hein, qu'est-ce que ça peut foutre, la monnaie? C'est un prix comme un autre. C'est un prix comme un autre, d'accord, effectivement. Ça rend les entreprises, ça rend les entreprises anglaises plus compétitives, c'est tout ce que ça fait. Donc ça veut dire que selon vous, là, faut acheter la bourse anglaise. Le rejet d'Europe va s'imposer à peu près partout. Mais c'est automatique puisque vous êtes en train de violer les nations. D'accord. Bon, qu'est-ce que comment vos réactions, Éric Heyer, Laurent Wronski, à ce discours assez sombre? Pas du tout. On retourne vers la liberté. Ouais, il y a rien de plus. J'ai peur plus magnifique. J'ai peur que la transition soit un peu chaude à gérer. Mais je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Les pays de l'Est, ils sont mieux aujourd'hui qu'ils étaient au moment de la Russie ou avant? Prenons l'exemple d'une employée de ménage. Elle travaille dans un hôtel. À quoi est-ce qu'elle a affaire quotidiennement? Elle a affaire à un employeur. D'accord? Lequel employeur est souvent d'ailleurs un sous-traitant d'un plus gros donneur d'ordre. Hein, si on regarde, si on suit la chaîne de l'hôtellerie, faut étudier les choses, faut enquêter. Où est le pouvoir? Et puis il faut suivre l'argent, hein, comme disaient les marxistes à l'époque. Essaie de suivre où est l'argent et tu comprendras où est le pouvoir. Bon, donc nous voyons que des employés sont en permanence pressurisés parce qu'il y a des injonctions à être pressurisés, à travailler toujours plus pour moins d'argent, en moins d'heures possible. Pourquoi? Parce que travailler toujours au sommet de la pyramide, il y a les actionnaires qui font toujours pression pour avoir de plus en plus de dividendes. Donc c'est des choses très concrètes, ça. Après, vous pouvez me dire la redistribution. Basique, oui. Je suis bien d'accord pour dire on est un État plutôt redistributeur grâce aux luttes passées qui ont arraché ça. Il y a des luttes qui ont arraché ça. Hein, c'est pas les dominants. Non, mais on adore se présenter comme être dans un pays ultra-libéral alors qu'on est un pays au contraire où l'État est partout. On est souvent mal d'ailleurs, c'est ça le problème. On pourrait dire que nous sommes dans un État social-libéral dont les forces macroniennes contemporaines travaillent que les forces macroniennes actuelles travaillent à faire passer un État libéral tout court. D'ailleurs, il y a une appropriation de l'État par les forces de l'argent. C'est-à-dire ? Vous le savez bien quand même. D'abord, nous avons un président qui a été mis au pouvoir par un certain nombre de grands capitalistes. Je crois que tout ça est absolument documenté. Donc il suffit de se renseigner. Je renvoie par exemple au très très bon livre qui n'a pas trouvé d'éditeur comme par hasard de Juan Branco qui s'appelle Crépuscule et qui détaille de façon très factuelle la façon dont Emmanuel Macron a été promu par les forces de l'argent. C'est un militant, mais je veux dire, ne renversez pas le propos. Il n'écrit pas ça parce qu'il est militant. C'est parce qu'il découvre tout ça qu'il en conçoit une certaine conviction politique. Mais c'est le suffrage universel qui a porté au pouvoir Emmanuel Macron. Oui, mais qui est un suffrage tout à fait biaisé à plein d'égards. Si vous n'y participez pas, c'est sûr, déjà, s'il n'y a pas votre voix, vous laissez les autres... Oui, je laisse les autres jouer à ce jeu médiocre. C'est vrai, je me suis sorti de ce jeu médiocre depuis quelques années. Pourquoi? Vous votez plus depuis 2005? Oui, c'est ça, parce que c'est un jeu à somme nulle. Je constate, je suis quand même assez vieux maintenant, donc j'en ai vu des élections présidentielles, entre autres. Puisque c'est ça le fleuron de la démocratie, c'est l'élection présidentielle. Moi, je considère que c'est la lie
de la politique, l'élection présidentielle, c'est ce qui nous rend tous médiocres. Ça tire tous les débats vers le bas et c'est jamais qu'une espèce de compétition sportive qui est glosée d'ailleurs souvent avec énormément de métaphores sportives, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Et après d'ailleurs les gens sont souvent déçus puisque celui qui est élu devient très vite impopulaire. C'est une machine à créer de la déception, on le sait bien. Alors moi ça m'a déçu 1, 2, 3 fois, mais en général j'aime pas être déçu trop longtemps, donc j'ai arrêté, je me suis sorti du jeu et j'invite tout le monde à faire comme moi et c'est ça qui pourra peut-être créer un chamboulement interesante. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.